France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est lundi. Oui, c'est lundi, c'est l'automne, on s'en rend bien compte, n'est-ce pas Enver de Santos? Ah, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine et il fait froid. Oui, il fait froid, le vent m'a tapé le visage pendant que je conduisais. Oui, c'est parce qu'Enver conduit le scooter maintenant, faites gaffe les gars d'ailleurs, si vous le croisez, faites gaffe. Ah, je conduis prudemment, je suis gentil. Oui. Très gentil. Au programme, jusque 18h, vous le savez tous les lundis, c'est l'entretien du LGF. Aujourd'hui, celui qui passera l'entretien sera à 17h. Vous pourrez évidemment l'écouter. Hakim El Karoui, l'essayiste que l'on est parti rencontrer dans ses bureaux. Et vous pourrez donc écouter cet échange, ma foi, très intéressant, entre 17h et 18h dans l'entretien du LGF. Juste auparavant, un petit zapping. Qui est très fourni en ce moment, hein. Il y a de quoi faire, chaque jour son buzz, chaque jour sa polémique, et ce week-end on n'a pas été épargné pour le coup. Un petit avis tranché signé Enver de Santos. On va parler de quoi tout à l'heure? Eh bien, on va parler de ces langues qui se délient un peu trop et pour rien. Ah, très bien. Ah bah là, il y a de quoi faire, hein. Ah oui. Bon, très bien. Et puis la question du jour, évidemment, à laquelle vous pouvez d'ores et déjà répondre, et vous répondez d'ailleurs depuis ce matin sur France Maghreb 2, sur Facebook, sur Twitter LGF officiel. L'extrême droite a eu gain de cause. Médine ne chantera pas au Bataclan. La liberté d'expression a-t-elle été, a-t-elle perdu, hein, pour le coup? Est-ce que c'est la liberté d'expression finalement qui a trinqué selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook, et pour l'heure, eh bien, vous êtes en grande majorité que oui, c'est la liberté d'expression qui a pris un grand coup dans cette affaire, dans cette histoire. Vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et vous pourrez évidemment nous appeler pour nous donner votre sentiment au 01 40 33 9000. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre. C'est à la une de ce 24 septembre en 2009, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité une résolution destinée à promouvoir le désarmement nucléaire dans le monde. Une disparition à vous signaler en 2004 et un 24 septembre, Françoise Sagan, à l'âge de 69 ans, qui avait connu très tôt la gloire à l'âge de 18 ans avec son roman Bonjour Tristesse. En 2003, pour la première fois dans l'armée de l'air israélienne, 27 pilotes refusent d'opérer dans les territoires palestiniens, jugeant illégal et immoral de risquer la vie de civils innocents. En 2001, près de 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le président Jacques Chirac reconnaît pour la première fois que la France avait une dette vis-à-vis des musulmans qui ont combattu dans l'armée française entre 1954 et 1962. En 2000, la durée du mandat présidentiel passe de 7 à 5 ans en France. Enfin, et pour finir, en 1853, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie. « 24 septembre 1954, la consécration à l'Olympia, ce soir-là pour Brassens. Le chanteur français triomphait dans le prestigieux music-hall parisien, vous le connaissez par cœur avec les fameuses lettres devant. La même année, il sortira un recueil de textes, La mauvaise réputation. Brassens, reconnu comme chansonnier, deviendra dans le cœur du public un poète amoureux de la langue française. Le grand forum, merci d'être avec nous. Dans un instant, on répondra à cette question du jour à propos de l'annulation des concerts de Médine. On l'a appris durant l'émission, d'ailleurs c'était vendredi. Médine donc ne chantera pas au Bataclan. Est-ce que c'est une défaite de la liberté d'expression? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et en nous appelant bien sûr d'ici quelques minutes au 01 40 33 9000 pour l'heure. Et pour commencer cette émission, un premier avis tranché, le premier de la semaine, signé Enver de Santos. Alors, les langues se délient, mon cher Enver. Exactement, les langues se délient. J'ai décidé d'appeler cet avis tranché « Tenez vos langues » ou « Portons plainte », non? La question que je me pose depuis quelques semaines est relative à ce qu'on entend et à ce qui se voit dans les médias depuis un moment. De ce cher Zemmour à ce nouveau venu dans la place, Monsieur Charles Consigny, en passant par Moix, et même Christine Angot ou Elisabeth Lévy et j'en passe et tant d'autres qui ont eu cette fâcheuse tendance à délier leur langue. Délier leur langue, pourquoi? Parce que ce qui a été permis par leur discours, que l'on peut juger pour certains homophobes, pour d'autres racistes, pour d'autres je ne sais quelles choses vraiment super négatives, sont des mots
qui à un moment donné ont autorisé. Autorisé où? Sur le service public la plupart du temps, et ensuite sur des chaînes privées. Je ne vais pas les citer un par un, mais on va reprendre tout simplement Charles Consigny. Charles Consigny, nouvelle arrivée donc sur l'émission de Laurent Ruquier, qui a abrité à ses heures les plus sombres donc un certain Monsieur Z et un certain Monsieur M. Et ces deux cerveaux qui justement étaient habitués dans cette émission ont eu pour fâcheuse tendance de réussir tout simplement en distillant la haine à travers leur langage. Je dis bien distillant la haine à travers leur langage et à travers leurs propos. Et la chose est que Charles Consigny ne fait tout simplement que continuer. Alors, qu'a fait Charles Consigny? Charles Consigny, dans son émission de samedi, celle de Laurent Ruquier, a tout simplement dit qu'il fallait donc être noir, homosexuel, et il me semble... fils d'immigré pour pouvoir réussir. Ces propos ont apparemment choqué sur la toile, ils ont choqué tout le monde. Oh, c'est grave, bla 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 bla. De la même manière que une certaine dame qui s'appelle Madame Lévy, donc a sur un plateau télé dit qu'il y aurait peut-être un lobby homosexuel à la mairie de Paris, d'après les propos de Monsieur Campion, qui lui-même donc justement s'est lâché également. Ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. Nous, on le sait déjà que ça faisait beaucoup. On le sait que ces gens, malheureusement, utilisent les plateaux télé pour justement distiller leur haine. Donc la question que je vais poser est très simple. Ça n'est pas tenez vos langues, mais quand est-ce que les gens vont tout simplement faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire porter plainte? Parce que la réalité, c'est que en attaquant les populations, les petites gens, bah apparemment l'État ne réagissait pas. Et il semblerait qu'un certain Monsieur Moix a attaqué justement la force première de l'État, c'est-à-dire la force de police, et le ministre de l'Intérieur, premier policier de France, a réagi en disant que c'était horrible comme propos, parce que justement accuser justement les policiers d'être je crois des victimes et qui à un moment donné qui sont des pleurnichards, etc., parce qu'ils vivent telle ou telle chose dans les cités. Bah moi j'inviterais Monsieur Moix à aller dans certaines villes de France pour faire le métier des policiers. Ça c'est une première chose. Les policiers ne sont pas tous dans mon cœur, car on sait à quel point ils ont été particuliers dans certains traitements de certaines affaires, où certains de nos sœurs et certains de nos frères donc ont disparu, pour ne pas rappeler Adama Traoré. Entre autres. Donc à un moment donné, la question n'est pas tant de savoir si la police est coupable ou pas, mais c'est quand est-ce que des gens qui n'ont rien, mais je dis bien rien dans la tête, vont avoir le droit à la parole. On est toujours la victime ou le contre quelqu'un, et il se trouve que là actuellement ces gens qui ont le droit à la parole il lamine tout le monde et personne ne fait rien. Donc peut-être que là, en ayant attaqué la police, peut-être que certains vont réagir et comprendre qu'effectivement il y a certaines personnes qui ne devraient pas passer à la télé, qu'on ne devrait pas autoriser à parler. Liberté d'expression, moi je dis pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que la liberté d'expression en France, il semblerait qu'elle n'ait qu'un seul sens. Donc encore une fois, tenez vos langues, parce que tout ce que vous faites, c'est... il n'y a aucun talent dedans. Je vais même pas passer par quatre chemins, il n'y a aucun talent. Il n'y a aucun talent dans ce que vous dites à chaque fois de descendre telle ethnie ou telle origine, etc. Vous êtes simplement des semeurs de haine parce que vous savez que ça va faire le buzz, qu'on va vous citer votre nom. La preuve étant, sincèrement, vous êtes un écrivain que je n'ai jamais lu, Monsieur Charles Consigny. Je ne crois pas que je vais vous lire. Et sincèrement, je ne crois pas que j'aurais parlé de vous si vous n'aviez pas fait le buzz avec votre attaque sur le fait de réussir dans les médias à travers donc une origine ou le fait d'être... Voilà. Tout simplement. Je ne suis pas sûr que vous ayez du talent. Je suis même pas sûr que dans 100 ans, on se souviendra de vos écrits. Vous n'êtes pas Émile Zola. Après, bon... Voilà, moi je ne suis qu'un petit Jean. Je ne vais pas me revendiquer telle ou telle chose. Mais sincèrement, tenez vos langues. Ou sinon, cassez-vous. Ou sinon, portons plainte. Tout simplement. Merci Enver de Santos par rapport à, évidemment, ce qui s'est passé dit tout au long de ce week-end. Et il y en a eu... Évidemment, alors il y a eu une plainte de déposée par rapport à Yann Moix, le syndicat de police qui dépose plainte contre Yann Moix, contre le fait qu'il ait dit que ils baissaient leur froc, donc en l'occurrence ils avaient peur dans certains endroits, en parlant de la police, et c'est grave, c'est sincèrement grave, parce que sincèrement des gens se font tirer dessus, des personnes, des personnes civiles se font tirer dessus à coups de Kalachnikov dans certaines villes, pour ne pas citer par exemple la pauvre ville de Marseille,
Marseille, où justement, dans certains quartiers, il y a des règlements de compte entre trafiquants, et ils croient que les policiers sont des robots, ou que c'est Robocop qui vont descendre sans rien du tout. Ce sont des choses qu'on peut pas nier. Dans certains quartiers, c'est beaucoup plus difficile que d'autres, que ce soit près de Paris, ou dans le centre, dans le nord, même à l'est et dans le sud. Et avoir ce genre de propos contre une entité qui, à un moment donné, n'a pas un travail facile, et je répète encore, je ne cautionne pas tout ce que fait la police, et pour moi, je ne considère même pas comme policiers ceux qui, à un moment donné, sont dedans et font des vraies bavures, mais à un moment donné, la police qui fait son travail, à un moment donné, elle n'a aucune leçon de recevoir d'un Yann Moix qui vient lui manquer de respect. C'est juste affligeant. Bon, votre avis si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. Pour l'heure, la question du jour aujourd'hui, c'est à propos de l'annulation des concerts de Medine qui devaient avoir lieu au Bataclan. Il n'en sera pas puisque le Bataclan a décidé de céder à une certaine pression. Et quand on dit l'extrême droite, c'est bel et bien elle qui a commencé les hostilités contre Medine dans cette affaire. Et ensuite, et j'allais dire dernièrement, quelques parents de victimes des attentats du 13 novembre. Mais en premier lieu et avant tout, c'est la pression de l'extrême droite qui a fait céder, plier le Bataclan concernant Medine. La liberté d'expression est-ce la défaite, de la liberté d'expression? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2. Vous êtes 81% à penser que oui, c'est une défaite de la liberté d'expression. 79% sur Twitter, LGF officiel. Est-ce que c'est l'extrême droite Enver qui va décider des manifestations culturelles dans ce pays? Ça, en tout cas, ça en prend le chemin parce que l'extrême droite a réussi un pari incroyable, c'est justement à être banalisé et à entrer justement dans les sphères sociales et dans les sphères politiques comme étant justement des idées dites normales. Et à partir du moment où ces idées d'extrême droite, ces idées justement vraiment très 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 violentes deviennent banalisées, il est presque logique que s'ils prennent le pouvoir, ils réussissent à annuler un concert ou même à annuler une représentation qui vont à l'encontre de leurs idées. C'est aussi simple que ça. Après, l'évolution de la société est dans un sens pour moi quelque chose où qui ne dit mot consent. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir et qui avaient la possibilité de dire quelque chose n'ont rien dit du tout et ont plutôt laissé faire justement ces idées d'extrême droite et donc ont consenti à ce qu'elles prennent un maximum de pouvoir et que justement ça se banalise. Bon, en tout cas, vos appels et vos avis nous intéressent au 01 40 33 9000. Est-ce une défaite de l'extrême droite, de la liberté d'expression? Et au contraire, c'est pas une défaite de l'extrême droite, c'est un renforcement. J'allais dire parce qu'aujourd'hui, si vous reprenez quelques affaires, l'affaire Ménel et bien d'autres, en tout cas, l'extrême droite est toujours à la manœuvre derrière. Le printemps républicain, les identitaires sont là derrière leur clavier à essayer de mettre la pression et ils obtiennent gain de cause. C'est ça le plus le plus triste, j'ai envie de dire. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous dire d'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre, à savoir, il y en a peut-être qui se disent choqués par le passage de Medine au Bataclan, dans un endroit où effectivement il s'est passé des choses horribles le 13 novembre 2015. Mais si tant est qu'un artiste ou deux ne puisse pas s'y rendre à ce moment-là, il faut arrêter que cette salle devienne une salle de concert. Il faut peut-être en faire un musée ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'aimerais bien savoir quels sont les arguments de ceux qui ne veulent pas entendre Medine, mis à part le fait qu'effectivement ce soit un rappeur islamiste, selon donc la fachosphère sur Twitter. 01 40 33 9000 pour nous dire évidemment ce que vous en pensez. Votre avis là aussi nous intéresse et vous continuez de voter bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel pour continuer de nous donner votre avis qui nous intéresse. Allez, c'est parti le zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. On commence, mon cher générique Enver. super angoissant. Oui, par le grand concours des animateurs. Je sais pas si t'as déjà regardé cette émission.
sur TF1. En toute sincérité, j'ai arrêté de regarder la télé régulière. Bon, c'était présenté jusqu'alors par Carole Rousseau qui avait un débit absolument extraordinaire, remplacé donc par Laurence Boccolini, c'était la première pour elle. Et parmi les nombreuses questions posées aux animateurs, j'ai retenu celle-ci qui m'a bien plu. On y va. Voilà. De quel instrument de musique le président Emmanuel Macron joue-t-il? Du pipeau. Je sais, c'était gratuit, mais c'était marrant. Voilà. C'était la petite question signée Laurence Boccolini. Le pipeau pour Emmanuel Macron. Bon. Autre chose dans le zapping. Un petit peu plus tard dans la soirée, elle va avoir des problèmes, elle. Oui, on a fait référence tout à l'heure dans son avis tranché. On n'est pas couché. Charles Consigny, voici ce qu'il a dit exactement. Je pense que notamment dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias, etc., aujourd'hui, en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés noirs et pédés que quand on est fils de Français de souche, entre guillemets, blanc et hétérosexuel. Je pense que maintenant... Moi, je trouve que c'est horrible ce que vous dites. Moi aussi. Je trouve que c'est horrible. Non, ou pas plus facile, mais il y a une bienveillance médiatique qui est une réalité. Voilà ce qu'a dit Charles Consigny dans l'émission On n'est pas couché, dans l'émission de Ruquier. Il est plus facile de réussir dans la musique, le théâtre et dans les médias lorsqu'on est fils d'émigrés noirs et pédés. Voilà, je reprends ses propos. Hein. C'est affligeant, sincèrement. Après, je vais pas en rajouter plus que j'en ai dit sur la vie tranchée, mais tu sais, t'as vraiment l'impression que le gars, voilà, on lui a dit, bah, faut que tu marques ton coup, voilà, tu viens d'arriver, c'est la rentrée, ta première émission, elle était, allez, et vas-y, donne-toi à fond, et voilà, il a sorti sa petite phrase raciste. On a l'impression finalement que les émissions du week-end entre Ruquier et entre Ardisson, c'est celui qui va créer le plus de buzz pour la semaine. Exactement ça. Pour alimenter un petit peu les sujets des différentes émissions en débat qui se multiplient et donc voilà, ça fait réagir dès le lundi matin. Hop, on a le sujet qui a buzzé tout au long du week-end. Bon, ce week-end il y avait le choix. Hein. Yann Moix, Consigny, mais total. Les gens se sont lâchés, Campion, Lévy. Voilà, c'est bon. ça y va quoi, dans tous les sens. Donc voilà. Dans le zapping, le calvaire de plusieurs personnes, et là c'est sérieux, de plusieurs personnes, et là ça concerne évidemment les quartiers populaires en grande majorité, notamment donc dans des cités. On va parler de ces gens qui sont handicapés, malades, et qui ne peuvent plus sortir de chez eux parce que l'ascenseur est en panne, et pour certaines cités, cela dure depuis au moins 5 ans. Cette femme n'a pas pu quitter son domicile depuis 3 mois. Habitante du 6e étage d'un immeuble où l'ascenseur subit des pannes répétées, trop fatiguée, à 80 ans, elle ne peut même plus monter les marches. Moi je fais comment? Je finis par prendre quelqu'un qui fait mes courses, mais pour continuer à me soigner, je peux pas monter. Viléna, sa voisine, vient tous les jours lui apporter son soutien avant d'aller voir Claude, 82 ans, au 7e étage. Depuis quelques temps, ce soir il marche 1 heure, 2 heures, et puis le gars il vient le réparer, et il marche 1 heure, 2 heures, et puis après il s'arrête. Et là, vous voyez, comme c'est le week-end, c'est souvent dans le week-end, il n'y a pas d'ascenseur. Dans un autre immeuble, l'ascenseur, en panne depuis maintenant 5 ans, fait de la vie de Nelly un véritable calvaire, puisque la femme est non-voyante. Il faut que j'aille me dialyser 3 jours par semaine. Parfois, la rambarde est trop sale. Oui. Parfois, je me fais porter des gants par mes ambulanciers. On a peur de se cogner, de tomber. Ça peut arriver. C'est un combat quotidien. Des habitants résignés qu'un collectif aide dans leur démarche face aux bailleurs. On ne peut pas se retrouver à être locataire d'un logement, à avoir un ascenseur qui fonctionne que 6 mois dans l'année et à payer ses charges 5 ans sans ascenseur. C'est pour moi pratiquement criminel. Même si chaque cas est différent, pour Fouad, c'est avant tout un combat pour la dignité et contre l'isolement. Absolument honteux, voilà. Donc, tu sais, c'est plus honteux, mais c'est une réalité. Ah oui, complètement, ouais. De notre société, parce que si tu regardes bien, pour aller encore plus loin, un ascenseur, quand il y a ce genre de panne, la plupart du temps, les bailleurs nous disent que c'est un problème de moteur. Le fameux moteur a changé. Ça, c'est entre 25 000 et peut-être 35 000 euros. Ok, c'est un coût qui est réparti en général sur les charges. Mais c'est simplement pour te dire qu'à partir du moment où tu vis en banlieue, dans un quartier dit pourri ou un quartier dit populaire, et là j'attaque pas les quartiers populaires dans la mesure où j'en viens moi-même et je viens des 4000. Mais à un moment donné, quand on vit dans ce genre de quartier, il faut bien savoir que les bailleurs, la plupart du temps, ils se fichent. Ils s'en fichent totalement. Moi, pour ne pas citer, justement, à la Courneuve, chez un bailleur particulier, on s'est retrouvé avec un peu une piscine d'urine.
dans un de nos bâtiments. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas l'argent, et on met pas d'argent justement dans ces quartiers populaires pour justement changer la vie des gens, on se retrouve avec des situations comme celle-ci où voilà. Ouais, attends, pardon, mais faut juste faire la différence. Faut juste faire la différence entre effectivement dénoncer des mauvais comportements, parce que les piscines d'urine, c'est pas les bailleurs qui le font, ce sont les habitants. Je ne dis pas le contraire. Ou les gens du quartier. Bien sûr. Mais par contre, l'ascenseur, c'est un service mais je dis pas le obligatoire, et notamment quand on habite au 15e, 16e, 18e, dans certains endroits des quartiers populaires, c'est fréquent. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, des gens qui sont en fauteuil roulant, des gens qui sont malades, handicapés, et qui peuvent plus sortir de chez eux parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et là, c'est grave. Non, mais justement, mais tu me dis justement le comportement des gens. Mais pour qu'il y ait une piscine d'urine, c'est pas simplement des gens qui vont faire pipi tu vois, qui vont faire pipi dans les couloirs. Une piscine d'urine, c'est une canalisation qui a pété, etc. Ouais. Et à un moment donné, le truc n'est pas nettoyé, justement, par les services appropriés pendant X temps. D'accord. Parce que, voilà, tout le monde se renvoie la balle. Et c'est la même chose que les ascenseurs et les moteurs d'ascenseurs. Et c'est pour ça que je le souligne bien. Bien sûr que les comportements citoyens, doivent être rappelés, que ce soit les tags, etc., tout ça. Et ça n'a rien à voir. Mais pour tout ce qui est justement l'entretien des parties dites collectives, etc., les parties communes et ascenseurs et autres, moi je m'excuse, mais quand t'as pas de thunes, on te laisse, t'es un laissé pour compte. Alors pour finir ce zapping, évidemment, vous pouvez intervenir sur les sujets du zapping 01 40 33 9000. Pour finir, dernier petit extrait, le souhait de Tahar Benjelloun, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 au micro de Nikos Aliagas à propos d'Éric Zemmour. Écoutez. J'ai pris le côté humoristique, j'ai réagi d'une manière un peu décalée. Moi, j'aimerais bien qu'il se calme, Monsieur Zemmour, et qu'il revienne au livre d'histoire, qu'il apprenne une chose très simple, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, quand même, il y a eu 134 000 tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie pour la France. Et Deuxième Guerre mondiale aussi, il y a eu aussi des Marocains. Donc il faut qu'ils reviennent un peu à l'origine et ne pas oublier ce qu'ont fait les Africains, les Maghrébins pour ce pays. Il y en a qui sont morts pour la France et qu'il faut les respecter. Il faut respecter leur mémoire et leurs petits ou arrière-petits-enfants, dont Absatou, si entre autres, sont aujourd'hui des Français qui devraient être comme les autres, et il ne faut pas s'arrêter uniquement sur les apparences, parce qu'en fait, ce qui gênait Monsieur Zemmour, c'est pas tellement le prénom difficile à prononcer pour lui, c'est la couleur de la peau de Madame Absatou. Tahar Benjelloun, donc invité d'Europe 1 ce matin au micro de Nikos Aliagas, qui fait un petit rappel et un appel au calme à Éric Zemmour, mon cher Enver. C'est un rappel salutaire, mais encore une fois, malheureusement, je pense que le racisme a gagné une première victoire en laissant s'installer justement ce type de personnes. Et donc, après, je pense qu'il ne reste qu'une chose à faire. Il faut que les personnes qui justement se sentent offensées, justement portent plainte et fassent le nécessaire quand il y a des propos qui sont totalement déplacés. Parce que faire un rappel à l'histoire à un ignorant, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que c'est bien le cas. Les racistes, etc., sont des ignorants. Donc, je viens d'apprendre un truc intéressant sur Absatoussi, vous savez, qui porte plainte donc contre Éric Zemmour. Elle a pris pas n'importe quel avocat, puisqu'elle a pris Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, il y a eu un échange assez virulent avec Éric Zemmour sur un plateau télé. Je crois que c'était Paris Première, il me semble. Donc Dupond-Moretti, là pour le coup, il va s'en donner à cœur joie. Ce serait bien. Ah voilà. Donc Satoussi a pris Éric Dupond-Moretti pour le coup comme avocat. S'il pouvait s'en occuper façon puzzle, comme le disait son confrère. Oui, en utilisant la loi, et je pense qu'il y a de quoi faire pour le coup. Haj est avec nous appelle de Reims, 91.3 la fréquence à Reims pour nous écouter. Bonjour Haj, salam alaikum. Bonjour Monsieur Christophe, ça va? Ça va très bien, et vous? On vous écoute Haj. Ça va. Voilà, je voulais simplement, ce monsieur-là, il a un petit peu, il a dépassé beaucoup de limites. De qui vous parlez? Je ne sais pas quoi dire. De qui vous parlez, Haj? De monsieur, Zemmour, là. Oui. Christophe Zemmour. Oui. Éric, oui. Un prénom qui n'est pas français d'ailleurs. Déjà, son nom, ce n'est pas Zemmour, c'est Zemmour. Normalement, c'est Zemmoura. Oui, Zemmoura, oui, en berbère. Parce que lui, il dit Zemmour, mais il y a Zemmoura et Zemmour. Oui. Ouais. Et Eric n'étant pas un prénom français, donc il a vraiment rien de français, le pauvre. Il n'est pas un nom français déjà, je crois que c'est suédois ou australien, je ne sais pas. Ouais, Eric c'est scandinave. Soit à côté de Annaba, ou soit à côté de Biskra, je crois. Dans ces zones-là, il y a deux villages qui s'appellent ce nom-là.
Il a parlé avec le journaliste, il a répondu, il lui dit, moi, je ne suis pas français, je suis algérienne. Voilà, je me rappelle bien ce qu'il a dit, et c'est la France qui m'a cherché, et voilà, je suis là, maintenant je suis. Qu'est-ce que tu suives? Moi, j'ai 50 ans en France. Ouais. Peut-être je suis plus âgé que lui. J'ai mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Alors, il vient nous dire, lui, on fasse les noms. À nous, qu'on a arrivé le premier pour nos enfants, on doit pas existence. Alors, c'est fini, ça. Ni Mohamed, ni Jamel, ou Henri, je ne sais pas quoi dire. Il répète ça 100 fois autour de télévision, les radios. Parce qu'il a créé un livre, il croyait que son livre est sacré. Ouais, c'est pour faire le buzz, Haj, tout simplement. Exact. Mais ce qu'on lui dit, ces gens-là, il y a une complicité à la télévision, à la radio. Bien sûr. Ça c'est vraiment. Ça, c'est ils évident. ont ramassé le pactole derrière lui. Maintenant, je suis sûr que dans un mois, si ça va continuer comme ça, et après, il va lui donner un coup de pied. Et c'est fini, puis on n'entend plus parler de lui. Ça, je suis sûr. Merci, Haj. Il faut que les gens ils sachent. Ouais. Que le gouvernement, c'est pas chaque fois contre quelqu'un qui voulait faire quelque chose sur nos dos à nous, il nous prendra toujours les anciens migrés ou soit les jeunes, je ne sais pas, tout le monde y met des choses sur l'immigration. Il y a autre chose à parler, il y a le chômage, il y a le travail. Bien sûr, des sujets importants, vous avez raison, Haj. Merci en tout cas de votre appel, cher Haj, depuis Reims. À très bientôt, 01 40 33 9000, bien sûr. La question du jour, je vous la rappelle, à propos de Medine, à propos de l'annulation de ses concerts au Bataclan, puisqu'il y en avait deux, et d'ailleurs ils étaient complets. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce que c'est une défaite de la liberté d'expression selon vous? Vous répondez sur France Maghreb 2, Facebook, LGF officiel sur Twitter. Allô, bonjour. Ouais, salut Christophe. Salut, prénom et ville d'appel. Redouane, Olnesoubois. Salut Redouane, Olnesou, comment ça va Redouane? Ouais, très bien, et vous? Très très bien, qu'est-ce qui se passe Redouane? Ah, je t'appelle par rapport à ta question sur Medine, la liberté d'expression. Oui, est-ce que c'est une défaite de la liberté d'expression selon toi Redouane? Ouais, c'est une défaite. Après, la liberté d'expression, tout dépend du sujet. Ça serait, ils chanteraient contre les musulmans, ils passeraient normal au Bataclan. S'il n'y a pas photo, c'est juste la liberté d'expression, ils la sortent quand ils veulent. Hein. Pourquoi ils interdisent Dieudonné, Medine ils parlent sur une religion, je sais pas, mais on peut critiquer les musulmans, mais il y a d'autres religions, on peut pas y toucher. Donc Medine, il a choisi la mauvaise religion, c'est pour ça. Ouais, encore que c'est pas franchement ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche principalement, c'est sa sortie sur la laïcité dans un de ses morceaux. Voilà. Mais c'est juste, en gros, il ferait l'inverse. Il chanterait une chanson, on va dire sur l'islam, il passerait normalement, personne ne critiquera. On lui dira c'est bien, mais là laïcité c'est quand ils veulent. Bon, en fait ça ne t'étonne pas en fait Redouane, j'ai l'impression. Oh non, ça m'étonne pas du tout. Franchement, ça m'étonne pas du tout. Bah écoute, franchement, moi je rejoindrais presque Redouane et à ce moment-là je poserais la question peut-être qui fâche, c'est est-ce que la laïcité n'est pas devenue elle-même une religion justement? Ah, bonne question et franchement c'est ça la bonne question à poser. Ah bah voilà, il fallait le dire. Merci beaucoup Redouane. Merci à vous, continuez comme ça Christophe. Bah on est là, t'inquiète, on est là, au taquet. Salut Redouane, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Bah voilà la bonne question Enver, c'est vrai. Mais non, mais écoute, complètement en plus, oui. C'est ça. La religion est devenue, enfin la laïcité est devenue une religion à part entière. Hein, utilisée en tout cas. Allez, un dernier appel pardon, avant la pause et avant de recevoir notre invité de l'entretien du LGF de ce lundi 24 septembre, c'est Hakim El Karoui qui sera avec nous bien sûr dans un instant et vous pourrez donc écouter dans un instant et réagir bien sûr en direct sur Twitter, LGF officiel. Vous n'hésitez pas. Un autre appel par ici, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Bachir de Paris. Salut Bachir de Paris, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, merci, bonsoir l'invité aussi. Bonsoir. Pour agir sur l'affaire de Medine, non. Moi je dis qu'il soit interdit, c'est bien parce que... pourquoi? Bah parce que voilà, c'est le Ground Zero à la française, c'est le World Trade Center, c'est... Je sais pas, c'est peut-être le mauvais endroit où il fallait chanter, quoi. Attends, parce que je comprenne bien, parce qu'il y a peut-être un peu d'ironie là-dedans. Le fait que non, il n'y a pas d'ironie. Non, du tout, le fait que il y a eu un massacre fait par des terroristes. Oui. On sait pas, bon, je dirais pas musulmans parce qu'ils sont pas musulmans. Ouais. Mais les connotations, c'est trop de clichés d'un coup.
si Amir, le chanteur, va chanter devant l'ambassade de Palestine, demain il y a une levée de bouclier. Donc voilà quoi. Faut... Ouais mais attends, moi je t'entends, je comprends l'argument, mais j'ai envie de dire alors à ce moment-là, si effectivement c'est des connotations, on arrête, on fait plus de concerts dans cette salle, on décide d'en faire un musée, mais on va pas choisir. Et ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que c'est l'extrême droite, encore une fois, qui a instrumentalisé. Le problème, c'est pas un rappeur comme un Medine, c'est un rappeur engagé, qui veut, je sais pas si je suis la religion, franchement, j'écoute pas ce qu'il chante. Je connais juste les titres qu'il chante. Voilà, c'est plus dans le din, tout ça. Voilà, si t'es dans le din, déjà, tu chantes pas, mais bon, après, s'il veut tenter, voilà, c'est un autre débat, cher Redouane, ça. Ouais, c'est un autre débat, ça. Hein, Redouane, attention. Non, mais franchement, faut respecter un minimum, après, je comprends, moi, les Français qui sont choqués, je les comprends tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'entendre cet avis-là, Redouane. Moi, je suis un peu perplexe et je me dis, finalement, c'est pas, à l'extrême droite de choisir les manifestations culturelles. Encore une fois, il a insulté personne. Il a attendu le bâton. S'il aurait choisi notre salle, il n'y aurait même pas eu tout ce débat. C'est juste que lui-même, il a attendu ce bâton. Ça aurait été un chanteur moins engagé, je sais pas, Black M ou un truc comme ça. Ça serait passé tout seul. Mais bon, après, voilà. Bon, merci Redouane en tout cas pour ton avis. Bachir, pardon. Bachir. Bonne journée, bonne soirée Bachir. À bientôt. Bon, voilà. Tous les avis sont importants et on les écoute dans cette émission. Et on argumente si on n'est pas d'accord. C'est ça l'essentiel. Dans un instant, messieurs, dames, Enver de Santos, l'invité de l'entretien du LGF, monsieur Hakim El Karoui sur France Maghreb. À tout de suite. LGF, le grand forum, vous le savez, comme chaque lundi, c'est l'heure, le jour de l'entretien du LGF. Monsieur El Karoui, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Je suis ravi de vous rencontrer. On parle beaucoup de vous en ce moment. Vous êtes essayiste et consultant, et si je dois faire une brève présentation, ça va être un petit peu long parce que vous avez quand même un CV assez impressionnant. J'aimerais revenir à votre père qui était lui professeur d'anthropologie juridique sur l'islam à la Sorbonne. Ça a été important dans votre petite enfance. On a beaucoup parlé islam à la maison? Oui, beaucoup, et on continue à en parler. Donc moi j'ai baigné dans la réflexion, j'ai rencontré petit et puis un peu plus grand un certain nombre d'intellectuels avec qui mes parents réfléchissaient, disons, ou avec lesquels mon père travaillait. Et puis je passais beaucoup de temps aussi en Tunisie, notamment l'été, comme tous les enfants d'immigrés, où je retournais, enfin ou plutôt j'allais, puisque j'étais né en France. Voilà. Oui, vous êtes né en France effectivement, vous êtes d'origine tunisienne. Par mon père. Par votre père, effectivement, parce que votre maman est française. Vous êtes titulaire d'un DEA de géopolitique sur la Palestine. Ouais. La Palestine, c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur. C'est une cause que vous suivez de près, que vous défendez. C'est le DEA, il dit beaucoup de choses. Ouais. Il partait de la terre, du territoire. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de comprendre comment, des deux côtés, on regardait la terre et le territoire. Je pense que quand on parle de la Palestine, il faut, et d'ailleurs sur tous les sujets dont on va parler, y compris l'islam, il faut pas se dire il y a un camp contre l'autre. Il n'y a pas les Français et les musulmans. Non, tout le monde est français, en tout cas ceux qui vivent en France. Ils ont vocation à intégrer cette dimension-là. Sur la Palestine, j'ai essayé de comprendre comment les uns et les autres, comment on en était arrivé là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de savoir est-ce qu'il y a des moyens de résoudre cela autrement que par les armes et par la guerre. Vous êtes également agrégé de géographie. Oui. Et puis vous devenez enseignant en 1993 à l'université de Tunis. Tiens. Évidemment, la Tunisie, ça n'a jamais été trop éloigné. Enseigner la géopolitique à l'université de Tunis. Puis ensuite, vous partez en Égypte pour y apprendre l'arabe. Et en même temps, parce que vous faites pas les choses à moitié, monsieur El Karoui, vous enseignez le français. L'Égypte, ça a été un passage aussi intéressant. Un passage extraordinaire. Ouais. D'abord parce que j'ai vu le monde arabe différemment, parce que quand on va au Maghreb, on voit un monde arabe qui est imprégné d'empreintes françaises en fait. En Égypte, la France ça existe presque pas ou presque plus. On parle arabe, parce qu'en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, on parle beaucoup français. En Égypte, on parle d'abord arabe. Et puis on est déjà dans l'Orient.
Et pour moi, c'était 2 années, enfin 2 années et demie même, parce que j'y suis retourné après, extrêmement formatrices, où j'ai beaucoup travaillé, beaucoup rencontré, beaucoup voyagé, et où j'ai, d'une certaine manière, continué à apprendre le monde arabe. Et puis ensuite vient le moment de la politique, puisque dès 2002, vous devenez conseiller technique du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis ensuite également conseiller du ministre des Finances à l'époque Thierry Breton, ancien directeur de chez Rothschild. Là aussi, vous êtes passé par la banque. C'est le point commun que vous avez avec le président de la République? Oui, on s'est rencontrés là-bas. D'accord. Maître de conférence également, monsieur Carouy, puis membre du conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Puis en 2004, vous créez... Pardon, c'est plus que ça, parce que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, en fait, j'ai contribué à la créer. Ouais. Avant d'arriver, pardon, je vais me permettre je vous en prie, vous avez raison de... Avant d'arriver à Matignon, j'avais eu un seul engagement associatif dans ma vie, c'était avec l'association pour la mémoire de l'immigration, qui s'appelait l'AMI. Et quand je suis arrivé à Matignon, il y avait un vieux projet sur la table qui traînait, qui était celui de faire un musée de l'immigration. Et avec un de mes collègues, Richard Senghor, lui-même petit-fils de l'ancien président Senghor, vous voyez que la France s'est mélangée ses populations. Nous avons entrepris de relancer ce projet. Et nous avons finalement réussi en mettant à la tête d'une mission de préfiguration Jacques Toubon, qui allait devenir le président du musée, et en ayant combattu un certain nombre de responsables à l'intérieur du ministère de la Culture, notamment Jean-Jacques Ayagon, qui disait que l'immigration, c'est pas un fait de culture. Bon, on a quand même réussi. Aujourd'hui, il y a un musée, une cité nationale au Palais de la Porte Dorée. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. En 2004, vous créez avec Rachida Dati, entre autres, le club du 21e siècle que vous présidez jusqu'en 2010. Le club du 21e siècle, c'est quoi exactement? C'est la suite de la réflexion sur l'immigration. Le club, c'est très simple. Il s'agissait de montrer que l'intégration fonctionne. Il y a un débat en France, il y a d'ailleurs plus des clichés que des débats. Sur ce thème-là, en général, on dit l'intégration est une catastrophe, la France ne s'est plus intégrée, notamment depuis qu'il y a des franco-maghrébins. Et ben nous, ce qu'on voulait montrer, c'était que au-delà des origines des uns et des autres, parce que dans le club, il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, bien sûr, mais aussi d'Asie, mais aussi d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Europe de l'Est. On a voulu montrer qu'il y avait une génération qui était en train de réussir extraordinairement bien, que personne ne connaissait. Et que c'était très important que tout le monde la connaisse, à la fois le grand public, pour casser ces clichés sur la France incapable d'intégrer des immigrés récents, mais aussi les enfants d'immigrés, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de plafond de verre. Alors j'aimerais juste qu'on s'arrête un instant dans votre carrière politique. En 2007, lors des présidentielles, vous êtes sans trahir aucun secret, plutôt de droite, et pourtant vous choisissez de soutenir Ségolène Royal. Oui, plutôt de droite, c'est vous qui le dites. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Raffarin à Matignon dans un contexte qui était assez particulier, qui était la suite l'après 21 avril. Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis d'ailleurs, après, j'ai continué à travailler. J'ai écrit un premier livre, un premier essai, fortement influencé par Emmanuel Todd. Bon, enfin, si vous voulez, moi, j'ai pris assez vite de l'autonomie par rapport à ces clivages. Vous êtes plus de droite ou de gauche aujourd'hui? Ça dépend des sujets. Ouais. Vous êtes à macroniste, quoi. Non, vous savez, en 2007... Non, parce que Macron, c'est ni de droite ni de gauche, c'est un coup à droite et coup à gauche. Je vous explique. Et c'est l'événement auquel vous faites allusion. En 2007, entre les deux tours de l'élection présidentielle, je dis bien entre les deux tours, parce que entre les deux tours, on savait que Nicolas Sarkozy avait déjà gagné. Ouais. Compte tenu de l'excellence de son score au premier tour. J'ai fait une tribune dans Le Monde qui s'appelait Chiracien mais pas sarkozyste, où j'appelais à voter à la fin pour Ségolène Royal, en expliquant que le projet de Nicolas Sarkozy me semblait tout à fait opposé aux valeurs qui avaient pu guider le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, et notamment aux valeurs d'égalité et de fraternité. Et ce qui me choquait particulièrement, c'était l'idée de faire un ministère de l'identité nationale. Et puis des propos sur le mouton dans la baignoire, etc. Ça vous a choqué? Qui m'ont profondément choqué, et je pensais que la France n'a pas besoin
d'organiser une confrontation à l'intérieur du peuple français. Voilà. Donc j'étais absolument contre. Je l'ai fait savoir. C'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on vous reproche quand on lit un petit peu tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, de vouloir créer une espèce de confrontation à l'intérieur de la communauté musulmane, mais on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Non, c'est juste l'inverse. Moi, je pense qu'il faut parler des problèmes. Oui, en lisant ce que l'on peut recueillir au travers de votre rapport, il n'a pas suscité de très bonnes réactions à l'intérieur de la communauté. Bah, ça dépend chez qui, mais on va en parler. Oui, absolument. Alors en 2010, c'est Bertrand Delanoë qui vous propose l'Institut des cultures d'islam que vous avez présidé pendant 1 an. Parce que en 2011, au déclenchement de la révolution tunisienne, Mediapart, encore lui, a publié 2 notes techniques que vous auriez adressées au président Ben Ali. Oui, et Mediapart a essayé de faire croire que j'avais conseillé le président Ben Ali. Alors, oui ou pas? Enfin, si vous voulez, j'ai conseillé, si vous êtes au café du commerce, que vous dites, tiens, il devrait faire ci, il devrait faire ça, est-ce que vous conseillez quelqu'un? La différence, c'est que j'ai envoyé des notes écrites à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais voulu rencontrer. Imaginez, ça aurait été assez facile pour moi si j'avais voulu le rencontrer. Et je n'ai évidemment jamais soutenu. Mon sujet, c'était que j'étais persuadé qu'il allait envoyer les chars. Et face à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était envoyer des papiers. Je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui le connaissait. Ça n'a jamais fait de moi, enfin ce genre de choses n'a jamais fait de vous un conseiller. Et la façon dont Mediapart a traité le sujet était absolument scandaleuse. Que vous avez choisi de démissionner. Non, après il y a eu une campagne compliquée de calomnie évidemment, qui me visait moi, mais qui visait aussi Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë à l'époque était majoritaire, à la fois à Paris et dans le 18e, majoritaire donc sans les communistes et sans les Verts. Et les Verts ont essayé d'utiliser cette occasion pour l'affaiblir. Bon, après, si vous voulez, la médiocrité politique, ça fait partie de la vie. Je me suis retiré parce que c'était l'intérêt du projet de l'Institut des cultures d'islam. Il a vécu ensuite un peu difficilement. Maintenant, il a été repris en main par Barry Zacharie et je pense qu'il se passe des choses très intéressantes là-bas. Tunisie, on s'y arrête un instant, c'est important. Il s'est passé quand même des choses assez extraordinaires en 2011, le déclenchement de cette révolution. Est-ce que pour vous, d'abord, Ben Ali était un dictateur? Bien sûr, c'était un dictateur sanguinaire et corrompu. Il devait partir. Ça s'est finalement, et je pense malgré tout aux victimes, assez bien terminé, parce que il n'a pas envoyé les chars, et tous ceux qui ont pu contribuer à le convaincre de ne pas envoyer les chars, je pense qu'il faut les en remercier. Voilà. Après, la Tunisie connaît encore un certain nombre de difficultés d'ordre économique, mais surtout d'ordre politique. Et Michel Allumari, alors ministre des Affaires étrangères, qui propose l'aide de la France pour finalement, de manière répressive encore vis-à-vis du peuple tunisien, vous l'avez pris comment ça? Comme une énorme erreur politique. Alors en 2016, vous créez cette société de conseil, Volencia, et la même année d'ailleurs, vous publiez votre premier rapport sur l'islam, un islam français est possible en collaboration avec l'Institut Montaigne. C'est une grande histoire avec l'Institut Montaigne, il se passe beaucoup de choses. Alors, vous savez, l'Institut Montaigne est souvent présenté comme un think tank libéral, etc. Moi, je les connais depuis une quinzaine d'années, depuis que Jean-Pierre Raffarin avait confié une mission à Claude Bébéar, le fondateur de l'Institut Montaigne, qui est aussi le fondateur d'AXA, sur la question des discriminations à l'emploi. Il avait rendu un rapport qui s'intitulait « Des entreprises aux couleurs de la France » où il préconisait un certain nombre de mesures et d'actions, dont le CV anonyme. Et pour l'Institut, il y a 3 piliers. Il y a la question économique, un peu traditionnelle. Il y a la question de l'éducation et il y a la question de la cohésion sociale et nationale. Tout ce travail fait partie de cette question de la cohésion sociale et nationale. L'Institut, après le rapport de Claude Bébéar, a publié plus récemment un grand testing, le premier testing religieux, au sens où ils ont envoyé 5000 CV, le même nom de famille qui était Haddad, 3 prénoms avec des connotations religieuses différentes, qui ont montré l'étendue des discriminations dont sont victimes les musulmans, avec le même prénom, avec le même CV et le même nom de famille. Si vous avez un prénom musulman, vous avez 5 fois moins de chances d'avoir un entretien que si vous avez un prénom catholique. Et moi, j'ai commencé à travailler sur les questions liées à l'islam après les attentats.
C'est ce qui a été le déclencheur pour vous? Ah oui, après Charlie, après l'hypercacher, je me suis dit, c'est pas possible de ne rien faire. En 2017, vous publiez un autre rapport sur la politique arabe de la France. On peut en parler parce que la politique arabe de la France, elle a quand même été, somme toute, très différente, que ce soit d'abord en remontant à De Gaulle, puis Mitterrand, Chirac. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, on sent quand même que c'est deux méthodes d'approche qui sont complètement différentes. On peut dire que, par exemple, Jacques Chirac était un ami du monde arabe. Nicolas Sarkozy, beaucoup moins. Vous savez, justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est regarder les faits et les chiffres, suivant une méthode que maintenant j'essaye de mettre en avant sur différents sujets. En fait, il y a une grande constance de la politique arabe jusqu'en 2011, en gros. La constance, c'est que on est avec les pays les plus proches. On soutient les dirigeants, en gros, au nom de la stabilité et quels que soient les dirigeants, démocrates ou pas. Bon, il se trouve qu'il n'y a jamais eu beaucoup de démocrates dans le monde arabe, notamment dans les pays les plus proches. Ensuite, on essaye de profiter d'opportunités économiques quand il y en a, notamment avec les pays du Golfe. Dont on a fait une sorte d'Eldorado, comme d'ailleurs dans les années 70, on avait fait de l'Irak de Saddam Hussein, un Eldorado. Et puis, quand on n'a pas d'intérêt de sécurité, pas d'intérêt économique, on parle des droits de l'homme. En gros, c'était ça la politique arabe de la France. Ouais. En 2011, tout ça a volé en éclats. D'abord parce que, au nom de la stabilité, on a soutenu Ben Ali jusqu'au bout et on s'est très largement déconsidéré. Ouais. Le fait de s'être déconsidéré fait que, dans la foulée, on a essayé de se racheter et ça a donné l'intervention en Libye. Catastrophe. Qui a été une catastrophe. Mais là-dessus, il faut pas avoir la mémoire trop courte. Ça a été une catastrophe. Qu'est-ce que ça aurait été si Kadhafi avait fait ce qu'il promettait de faire, c'est-à-dire fabriquer des rivières de sang à Benghazi? Donc il faut toujours être, voir tous les côtés d'un problème. Et puis après, en Syrie, on a pensé que Bachar allait tomber dans l'année 2011. On y croyait encore dans l'année 2012. Et puis ensuite, on a constaté notre impuissance. Donc cette politique, elle a besoin d'être réinventée. Elle est maintenant de plus en plus liée à la question migratoire. La migration des gens qui viennent du monde arabe, notamment du Maghreb, c'est encore 40% des migrants légaux en France, mais aussi de plus en plus l'idée que les pays du Maghreb vont servir de sas pour l'immigration qui vient d'Afrique subsaharienne. Donc l'immigration est en train de prendre en train de devenir un très grand enjeu. L'islam est aussi un très grand enjeu. Et c'est toute la question de l'islam de France, du lien avec les pays d'origine, etc., mais aussi de la circulation des idées, et ça, c'est tout le travail qu'on a fait récemment dans le dernier rapport. Les sujets économiques sont finalement assez importants, mais pas là où on le croit, au sens où l'ensemble du monde arabe, c'est plus d'échanges pour la France que la Chine. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et vous savez qu'il y a plus d'échanges entre la France et la Tunisie qu'entre la France et les Émirats et le Qatar réunis. Donc le Maghreb, c'est beaucoup d'échanges, des petits échanges, des entreprises, des PME, des ETI. C'est pas des grands contrats politiques, mais à la fin, ça fait beaucoup d'échanges. Donc tout ça, il faut s'en rendre compte, en prendre conscience. Et l'idée de ce rapport, c'était de dire le Maghreb est la région la plus stratégique qu'il soit pour la France. Vous en êtes persuadé, ça? Le Maghreb est stratégiquement plus intéressant avec la région avec laquelle il faut absolument que la France travaille. Qu'elle travaille, à la fois parce qu'elle a des enjeux positifs d'une certaine manière, mais aussi parce qu'il y a des risques, compte tenu de l'imbrication extraordinairement forte qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Maghreb, via évidemment les populations. Alors justement, à propos de population, la semaine dernière, je recevais le président du CFCM, monsieur Ahmed Ograt, qui avance un chiffre, que vous allez peut-être confirmer ou pas, de 10 millions de musulmans en France. Non, c'est complètement faux, ça. Alors, je sais pas pourquoi il avance ce chiffre-là. Enfin, si je sais, c'est pour montrer qu'il est puissant.
c'est intéressant parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, la théorie du grand remplacement, etc. Non, ce chiffre est complètement faux. Nous, on a fait une enquête, on a des statistiques publiques, pas sur la religion, mais en gros, on s'est reconstitué. On est entre 5,5 et 6. Oui. Donc des ça chiffres fait que l'on a entendu depuis longtemps, quoi. Voilà, 8 à 9% de la population française qui est de 66 millions d'habitants. Ce pourquoi, s'il fallait une raison que nous soyons ici dans votre bureau aujourd'hui, Monsieur El Karoui, c'est ce fameux rapport, la fabrique de l'islamisme que vous avez sorti. Avant d'en reparler, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages tels que L'avenir d'une exception que vous avez publié en 2006 chez Flammarion, également Réinventons l'Occident en octobre 2010, puis La lutte des âges en 2013 pardon. En 2013, ouais. Ouais. Et le tout dernier là, l'islam, une religion française chez Gallimard en 2018. L'islam, c'est bel et bien une religion française aujourd'hui? Ben oui, d'abord parce que les musulmans de France, enfin qui vivent en France, sont français. Ils sont français pour les 3/4 d'entre eux. Ce n'est plus une religion d'étrangers, d'immigrés. Ils sont nés en France pour la moitié d'entre eux. L'islam, par ailleurs, est probablement la religion la plus pratiquée en France. Même s'il y a évidemment beaucoup moins de musulmans que de chrétiens et notamment de catholiques, les musulmans sont beaucoup plus pratiquants que les catholiques. Et donc le résultat, c'est que si on regarde seulement le nombre de pratiquants, moi je pense qu'il y a plus de pratiquants musulmans que de pratiquants catholiques en France. Oui, il y a qu'à regarder, les églises sont quasiment vides le dimanche, alors que les mosquées le vendredi sont pleines. Mais attention, il y a 40 000 églises et 2500 lieux de culte et même pas 1000 mosquées qui ressemblent un peu à des mosquées. Donc bon. Combien de mosquées en France aujourd'hui, dignes de ce nom? Digne de ce nom, je sais pas. On dit 2500 lieux de culte. 2500, c'est le chiffre qui revient. Lieux de culte. Oui, lieux de culte. Donc là-dedans, vous avez des rez-de-chaussée d'immeubles, vous avez des garages, vous avez des vraies mosquées, enfin qui ont été construites pour être des mosquées. Je pense que ça se compte en centaines, grand maximum. Monsieur El Karoui, on se retrouve juste après une petite pause, donc pour continuer notre entretien et pour entrer finalement dans le cœur du sujet de ce rapport qui fait aujourd'hui l'actualité. Maghreb 2, France Maghreb 2. Retour avec Monsieur Hakim El Karoui qui a la gentillesse de nous recevoir dans son bureau, avec qui nous parlons de ce rapport. Alors après cette première partie de présentation finalement d'un parcours bien rempli, ni votre CV, ni votre formation ne parlent pour vous à établir une certaine réflexion sur l'islam de France. J'ai envie de vous poser la question toute franche, quelle est votre légitimité aujourd'hui à parler d'un sujet aussi important? Vous savez, l'école normale supérieure, l'agrégation de géographie, 2 rapports, un livre, je pense que ça commence à faire... personne peut me dénier le fait de savoir travailler, de savoir lire des livres. Ensuite, mon travail ne porte pas sur les textes religieux. Il porte sur des questions d'organisation, des questions financières, des questions idéologiques et politiques, parce que on parle de questions idéologiques et politiques, et justement pas religieuses. Donc, moi, vous savez, je me pose pas la question de ma légitimité. Je ne prétends pas représenter ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je prétends travailler comme un intellectuel avec des outils qui sont des outils modernes, et je suis par définition très ouvert à la critique. Quels sont vos liens avec les dites communautés musulmanes sur lesquelles vous écrivez aujourd'hui? Mais vous savez, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le débat. Moi, je pense que... C'est pourtant ma question. Oui, mais je comprends il y a un sous-texte dans votre question. Ah non, du tout. Non, vous n'êtes pas légitime parce que vous ne connaissez pas les musulmans. J'entends Marwan Mohamed qui dit mais lui qu'est-ce qu'il y connaît, etc. Je ne me permettrai pas de dire ça. Je pose juste une question par rapport effectivement à essayer de comprendre. Vous savez, je travaille sur ce sujet. Je mets d'un point de vue qui est celui non pas de la communauté musulmane assiégée, assaillie, qui pense qu'elle est une victime, etc. Ouais. Moi, mon point de vue, il est au niveau de la France. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui est bien, à la fois pour la France et pour les musulmans de France, sachant que je ne les oppose pas.
Je pense que les musulmans, c'est l'idée de mon livre, Une religion française, les musulmans font partie de la France. Et à ce stade, ils ont besoin à la fois d'être entendus et pour certains d'entre eux de comprendre qu'il y a un certain nombre de comportements ou de projets politiques qui vont poser des problèmes. Un des grands problèmes qu'on a quand on parle d'islam et quand on est musulman, c'est que on oublie toujours le reste de la population. On s'imagine toujours, c'est le discours qu'on entend, comme des victimes. Moi, je pense qu'il faut réconcilier tout le monde. Et que si on fait pas ce travail de réconciliation... C'est le but du rapport de réconciliation ? Oui, parce que si on ne dit ensuite... pas qu'il y a des problèmes, oui. Après, d'abord, on est incapable de les traiter. On n'est pas entendu par les autres. Parce que vous savez, en France, il n'y a pas que des musulmans. Il y a aussi des non-musulmans. Et chez les musulmans, il n'y a pas que des militants du CCIF ou des gens que je qualifie d'islamistes. Et pour moi, islamiste, ce n'est pas une injure. Donc, j'essaye de dire, voilà quelle est la diversité de la réalité, la complexité aussi de la réalité. Je parle avec mon expérience, qui est une expérience universitaire. Je parle avec la force du travail qui a été fait. Un rapport de 600 pages, 200 livres qui ont été lus. En français, en anglais, en arabe, en allemand, 7 pays qui ont été visités, 10 000 télégrammes diplomatiques saoudiens qui ont été analysés, un énorme travail qui a été fait sur les réseaux sociaux. Voilà, après, c'est ça ma légitimité. Si certains veulent la contester, franchement, qu'ils la contestent. Qu'est-ce qu'un islamisme pour vous, monsieur El Karoui ? Un islamiste, pour moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas une injure. C'est quelqu'un qui a un projet idéologique et politique. Par exemple, c'est un musulman qui a une opinion politique ? Non. C'est un musulman qui fait passer l'image qu'il a de sa religion avant sa citoyenneté, qui considère que la société doit être organisée en fonction de l'image qu'il a de sa religion, en fonction de la doctrine qu'il a sur sa religion, et qui considère que le politique doit s'adapter à cette organisation de la société. Voilà. Vous parliez... Ça s'appelle, excusez-moi, ça s'appelle une idéologie. Une idéologie. Vous parliez tout à l'heure, pour juste en parler 2 secondes, de Marouane Mohamed, qui lui aussi a lancé sa propre consultation, dont les résultats d'ailleurs sont connus le 30 septembre. De quel œil voyez-vous cette initiative de Marouane Mohamed ? Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait enfin des gens parmi la communauté musulmane qui réfléchissent aux questions d'organisation. L'organisation aujourd'hui, elle est totalement défaillante. Comment on mesure cette défaillance ? Tout simplement par le fait qu'elle ne traite pas les problèmes qui sont ceux des musulmans de France, que ce soit la xénophobie dont ils sont victimes, ou que ce soit la montée de l'extrémisme religieux chez eux, y compris le terrorisme. Bon. Ceux qui sont censés s'occuper de ça sont au CFCM, Conseil français du culte musulman. CFCM, il est mort aujourd'hui ? Il est mort, ce CFCM ? Non, moi. Quel est son état aujourd'hui, concrètement ? J'utilise pas des mots comme ça. Je pense qu'il a toujours eu du mal à exister. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été paralysé par des querelles diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, pour ne pas les citer, des querelles d'ego aussi. Et puis maintenant, il y a des enjeux financiers. Bon, pendant ce temps-là, personne ne s'occupe des intérêts des musulmans, et moi je trouve ça très dommageable. Donc je trouve ça très bien que d'autres acteurs, enfin, réfléchissent pas seulement à la question de la représentativité, qui c'est qui a le plus de mosquées, qui c'est qui est le plus influent via les consulats, etc., mais qui disent, bon ben voilà, c'est quoi l'intérêt général des musulmans ? Mais l'intérêt général des musulmans, il s'inscrit aussi dans l'intérêt général de la France du XXIe siècle. Alors, dans votre rapport, il y a des personnes que vous nommez. Est-ce que ces personnes que vous nommez, vous les avez rencontrées d'abord ? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec elles ? Vous savez, quand on fait le travail que j'ai fait, on rencontre par définition pas tout le monde. Je n'ai pas rencontré Hassan El-Banna. Parmi les acteurs français, j'en ai rencontré un certain nombre. Le travail ne porte pas sur la France. La France, c'est 10% du travail. 90% du travail porte sur la construction de l'islamisme par les frères musulmans, par l'Arabie Saoudite, par la Turquie. On a essayé de faire la généalogie de tout ce travail-là en faisant une analyse d'abord idéologique et religieuse, les deux sont liés, en comprenant, en faisant l'historique de tout ce qui a été fait et en essayant de comprendre comment tout cela a été diffusé. Ce travail, au-delà du travail sur l'islam, c'est d'abord un travail sur
comment on crée et on fabrique une grande idéologie au XXe et au XXIe siècle. Alors non, j'ai pas rencontré tout le monde. Par contre, j'ai lu, et avec mon équipe, nous avons lu énormément, et puis nous avons observé aussi des échanges d'idées. En fait, on a l'impression, si on pouvait leur trouver peut-être un point commun, parce que par exemple de Siam Asbag à Elkans, il n'y a pas grand-chose qui les rassemble, si ce n'est peut-être qu'ils ont retweeté beaucoup durant l'affaire Ménel ou encore l'affaire Tariq Ramadan. Alors, on a regardé justement ces deux affaires, quels avaient été les comportements des uns et des autres sur les réseaux sociaux, pour voir s'il y avait un lien. Alors, et on a trouvé un lien. Ce lien, c'est pas un lien idéologique. Au sens où je pense que Siam Asbag et Elkans, pour citer les personnes dont vous parlez, Elkans, faudra l'appeler Fateh Kimouche parce qu'il a un nom, hein, et pas seulement un pseudo, viennent probablement d'horizons idéologiques, religieux, politiques différents. Mais ils se retrouvent sur un thème qui est celui de l'islamophobie. Et ça va au-delà des personnalités de confession, de culture musulmane. Il y a beaucoup de gens à gauche de la gauche qui se retrouvent très proches finalement à un moment de ce que l'on peut qualifier d'islamistes, qui encore une fois n'est pas une insulte, sur ce thème-là, sur le thème, en gros, les musulmans sont les nouveaux damnés de la terre. Et nous, on a regardé comment, dans des prises de parole publiques, il s'agit de prises de parole publiques, hein, des tweets, des posts Facebook, etc., les uns et les autres, finalement, interagissaient et avaient, ou pas, un terrain commun qui est un terrain d'idées. Donc, finalement, toute personne qui a été sensible à cette affaire Ménel, on s'en souvient, puis, en ce moment encore, à l'affaire Tariq Ramadan, ce sont pour vous des gens qui essaient d'imposer une certaine opinion, qui essaient d'influencer, puisque les personnes que vous nommez, ce sont quand même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, Faiza Mohamed, Siam Asbag. On a fait un travail de recension. Ouais. Mais quel est le but en fait? C'est comprendre comment circulent les idées et à travers quel type de groupe. Donc c'est un travail de sciences politiques, si vous voulez, tout à fait traditionnel, qui utilise des outils qui sont nouveaux. Au lieu de compiler les tribunes qui ont pu être écrites dans Le Monde ou dans Libération, on a regardé les tweets qui étaient effectués sur Twitter. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut ressembler à un procès permanent que subissent aussi cette communauté? Pas du tout, c'est absolument pas un procès. Il faut sortir de la théorie du complot, il faut sortir de la théorie de la victimologie, il faut assumer ses actes. Quand on écrit, qu'on publie, qu'on prend la parole, on a le droit, il y a des gens qui ont le droit d'analyser, comme ça se fait pour tout le monde, les écrits des uns et des autres. Et voir qui est proche de qui à un moment donné. Ça veut pas dire que tout le monde est d'accord sur le même, sur l'entièreté des questions. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur une question, il y a une proximité. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord. Et il y a certaines personnes qui ont indiqué qu'ils allaient peut-être porter plainte contre vous? Contre moi, contre l'Institut Montaigne. Oui, c'est une drôle de façon de défendre la liberté d'expression. Je vois pas en quoi on est discriminé quand il y a des acteurs indépendants qui analysent vos propos. Vous savez, quand on analyse les propos d'Emmanuel Macron ou des députés ou des intellectuels proches, j'en sais rien, moi, du pouvoir, ils vont pas se sentir discriminés. Il faut, vraiment, il faut arrêter de se croire et de s'imaginer en victime. Non, il y a des gens qui prennent la parole, qui affirment des idées, qui ont des convictions. Très bien, grand bien leur face. Alors, qu'est-ce qu'un radicalisé pour vous? Ça, c'est un sujet important parce qu'on en parle évidemment beaucoup, faisant référence aux attentats, faisant référence à tous ces gens qui sont partis faire leur djihad, soi-disant. Mais c'est pas franchement le mot qui s'approprie à cela. Mais qu'est-ce qu'une personne aujourd'hui radicalisée? Est-ce que c'est un musulman qui décide de pratiquer un islam dur, se référant certes à des textes qui existent mais qui sont pas totalement authentifiés? Une personne radicalisée peut aussi être un identitaire qui organise par exemple des camps militaires d'entraînement. Est-ce que ça peut être aussi des jeunes juifs qui vont en Israël pour leur service et puis reviennent tranquillement en héros ici en France après pendant 3 ans avoir peut-être tué du Palestinien? Enfin voilà, est-ce que c'est quoi une personne radicalisée pour vous? Le rapport ne porte pas sur la radicalisation. Donc pour moi la radicalisation, c'est des gens qui vont vers la violence, qui font le choix de la violence et de la violence illégitime.
d'une certaine manière, au sens où on peut en débattre, mais au sens où ce n'est pas la violence de l'État. Vous savez ce que disait Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. L'État a le monopole de la police, l'État a le monopole de l'armée. Après, on peut critiquer les États. Mais les gens radicalisés, c'est ceux qui vont vers la violence, par exemple en Syrie, ou qui ont commis ces horribles attentats, d'une certaine manière individuellement, et après au nom d'idéologies mortifères qui les regardent. Mais moi, à ce stade, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là. Je vous pose la question quand même. Donc, pour vous, oui, mais si vous voulez, je suis modeste. Je parle sur ce que je connais. Alors justement, dans votre rapport, il y a un gros chapitre sur le fonctionnement et sur les mosquées. Est-ce que vous avez consulté les fidèles qui fréquentent les mosquées, sur lesquelles vous parlez quand même? Alors, dans ce rapport, non, il n'y a pas grand-chose sur les mosquées. Il y avait beaucoup de choses sur les mosquées il y a 2 ans. Ouais. Oui, j'ai énormément consulté il y a 2 ans et j'ai continué à le faire. Des acteurs de terrain, des acteurs plus institutionnels, des acteurs qui regardent aussi ce qui se passe dans les mosquées. Ce qui me permet, je crois, d'avoir un point de vue qui n'est pas très éloigné de la réalité. Mais vous savez, je pense qu'il faut... c'est la complexité du sujet. Il faut essayer de voir la réalité dans son entièreté. Et pas seulement, et je vous le dis, je vous le redis, et je le dis aux auditeurs, pas seulement avec l'idée que quand on dit qu'il y a des problèmes, on va créer des problèmes. Non, quand on dit qu'il y a des problèmes, on va résoudre les problèmes. Une personne qui porte le foulard, en l'occurrence une femme, et quelqu'un qui choisit de manger halal, est-ce que c'est pour vous une personne islamiste? Est-ce que c'est un islamiste? Non. Non, je pense que les islamistes, qui sont des militants ou des sympathisants, ont une influence qui va bien au-delà de la communauté des militants et des sympathisants. Cette influence, on la mesure, par exemple, par le voile, par exemple, par le halal. Le halal, c'est encore autre chose. Mais non, c'est pas parce qu'on porte le voile et qu'on mange halal qu'on est islamiste. Alors justement, à propos du halal, comment expliquez-vous le fait que 3 mosquées seulement en France se soient appropriées la certification halal? Ça pose pas un problème, ça? En l'occurrence, mosquée de Paris, Évry et Lyon. Alors, c'est pas la certification halal. Ces mosquées-là, elles disposent du monopole, oligopole en l'occurrence, pour émettre des cartes d'abattage rituel. Oui. Donc elles ne font pas de elles n'ont pas le monopole de la certification. D'ailleurs, il y a plein d'autres acteurs, AVS notamment, qui font la certification. Elles ont le droit de donner des cartes à des gens qui vont aller dans les abattoirs pour le sacrifice rituel, comme ça existe d'ailleurs avec le Beth Din de Paris. Ouais. Et ce monopole, il est donné par l'État, par un arrêté du ministère de l'Agriculture, après consultation du ministère de l'Intérieur. La gestion des mosquées, on peut en parler parce que c'est très important. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre rapport ou dans vos propositions peut-être à venir des choses sur le fonctionnement des mosquées qui s'appuie d'ailleurs sur la loi 1901 plutôt que sur celle de 1905, mais est-ce que aujourd'hui on a une capacité de pouvoir avoir un certain regard sur par exemple l'argent collecté le vendredi durant les prières, sur ce fonctionnement? Et on a eu des exemples de projets de mosquées qui n'ont jamais vu le jour parce que l'initiateur est parti avec la caisse. Enfin, est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de contrôle plus sérieux à envisager? Je pense que la gestion financière des mosquées, compliqué de parler des mosquées, oui. Disons de certaines mosquées, n'est pas optimale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les fidèles qui le disent. Fidèles que j'ai rencontrés. La majorité des mosquées ou une petite minorité? Non, ça franchement, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une très 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 petite minorité des mosquées qui est gérée avec le statut d'association loi 1905. Ouais. Bon. Qui est pourtant un statut qui est extraordinairement attractif. Parce que quand vous recevez un don, que vous êtes une association loi 1905, vous pouvez défiscaliser votre don à hauteur de 60% du don. Vous donnez 100 €, ça coûte à celui qui donne seulement 40 € à la fin de l'année. Et bizarrement, il y a très peu de mosquées qui sont en loi 1905. Alors, la gestion est un tout petit peu plus compliquée, mais il y a aussi la nécessité de faire de la transparence. Parce que, comme il y a une défiscalisation, l'État est beaucoup plus
sourcilleux, beaucoup plus regardant sur les comptes des mosquées, enfin des associations de loi 1905 plutôt que loi 1901. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour aider tout simplement les gestionnaires des mosquées qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui n'ont pas forcément une forte expérience en matière d'expertise et de comptabilité. Et je pense que il y a une mise à niveau qui est nécessaire pour le bien des uns et des autres. Si nous parlions aussi un peu d'un autre problème important et qui concerne toujours les mosquées, c'est la formation des imams. Alors certains imams qui sont des imams français ne peuvent très peu finalement exercer au fond en France, puisqu'on leur préfère des imams qui viennent de l'étranger, alors soit à l'initiative des mosquées elles-mêmes, soit aussi à l'initiative de l'État, en faisant référence à l'exemple du Maroc, à qui on a fait appel et avec qui on concourt pour la formation des imams. Comment expliquer aussi le fait qu'aujourd'hui dans les mosquées, il y ait des prêches qui soient uniquement prononcés en langue arabe? Alors ça, franchement, la langue du prêche, selon moi, ça dépend des mosquées, ça dépend des imams. Il y a des gens, c'est pas votre question, mais il y a des gens qui voudraient interdire les prêches en langue arabe. Ouais. Bon, là, franchement, de quoi je me mêle? Vous êtes contre? Bah évidemment, l'arabe et l'islam. En prenant en compte même cette jeune génération qui ne comprend pas forcément l'arabe, justement. Non mais là, je vous parle de ceux qui veulent interdire. Moi je pense que l'intérêt des mosquées et des imams, c'est de faire des prêches en 2 langues. Ouais. En plus, il y a des statuts des prêches qui sont assez différents, notamment le prêche du vendredi. On peut très bien en faire 2. On peut en faire un qui est exclusivement religieux. On peut en faire un qui est plus tourné vers la société. Et celui vers la société peut être en français. Celui qui est exclusivement religieux peut être en arabe. Mais ça, franchement, c'est la liberté. Ceux qui gèrent les mosquées et de l'imam, c'est leur liberté de le décider. Mais sur les imams, on aura des imams français formés en France quand il y aura toute une chaîne. Il faut des centres de formation qui tiennent la route. Ouais. Il faut aussi des mosquées capables de payer les imams, de les salarier, de payer leur charge sociale, de payer leur retraite. Aujourd'hui, c'est quasiment pas le cas. Beaucoup sont payés plus ou moins en nature. Il y en a pratiquement aucun qui cotise pour la retraite, qui perçoit des charges sociales, enfin qui est inscrit à la sécurité sociale. Oui, c'est etc. développer un vrai statut, quoi. Donc il faut un vrai statut, et pour avoir un vrai statut, il faut de l'argent et de la transparence. Parce que moi je crois qu'il y a de l'argent. Il manque un peu de transparence. Et il faut que tout le monde accepte de monter en gamme, y compris parce que les enjeux sont des enjeux absolument essentiels. Il faut arrêter de bricoler. La montée de la radicalisation violente, c'est un enjeu essentiel pour les musulmans de France. Ils ne sont pas coupables, mais s'ils ne font rien, c'est toute leur image qui est dégradée. Dans quelques minutes, juste après la dernière pause, on se pose les 3 dernières questions. Les questions du LGF, Monsieur El Karoui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Pour la suite et fin de cet entretien avec Hakim El Karoui dans l'entretien du LGF. Un petit mot sur la taxe halal, parce que c'est un sujet important aussi qui émane de votre rapport que vous avez sorti. Qu'est-ce que vous concrètement envisagez de faire par rapport, ce que vous proposez par rapport au halal? De quelle manière vous voulez le taxer? Alors, taxer, c'est pas le mot. Il s'agit taxer, c'est l'impôt, c'est l'État. Ouais. Là, il s'agit pas d'un impôt. Dans tout ce que je propose, je le dis et le redis parce que tous les commentaires que j'ai pu voir, j'ai vu vision néocoloniale, indigéniste, etc. Non, ce que je propose, c'est exactement l'inverse. Les musulmans s'occupent des musulmans, prennent en charge le destin des musulmans. Pour ça, il faut un peu d'argent. Ouais. Cet argent, il ne doit plus venir de l'étranger, ou le moins possible. Est-ce qu'il peut venir de France? Oui. Contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on croit, les musulmans ne sont plus pauvres, y compris d'ailleurs parce que la communauté pratique beaucoup, consomme beaucoup. Donc j'ai essayé de calculer et de voir un peu quels pouvaient être tous les flux financiers. Les flux financiers sont largement suffisants pour financer un culte qui tienne la route et qui soit respectueux à la fois des fidèles et des ministres du culte. Le halal est évidemment et notamment la viande halal, est évidemment un des sujets possibles. Là-dessus. Gros marché, hein.
un gros marché, on dit 5 ou 6 milliards, 85% qui viendrait de la viande. Imaginez, si c'est même que 4 milliards pour la viande, si vous prenez 1%, ça fait 40 millions d'euros. Avec 40 millions d'euros, vous pouvez financer non seulement la formation des ministres du culte, mais vous pouvez en salarier beaucoup. Vous pouvez même construire des mètres carrés de mosquées. Il n'y a pas que la taxe ou la redevance halal. Il y a aussi le pèlerinage. Le pèlerinage, les prix ont augmenté considérablement ces dernières années. Il y a des intermédiaires partout. Il y a des agences de voyage qui sont très souvent liées aux mosquées. Il y a des fidèles, il y a des imams qui sont souvent les guides pour le pèlerinage. Il y a beaucoup de fidèles qui se plaignent. Et il y a une qualité de service qui est très mauvaise. Et il y a d'ailleurs le consulat d'Arabie Saoudite qui se plaint aussi de la désorganisation totale de ce système du pèlerinage. Bon, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et moi, je pense qu'on peut faire baisser les prix. Tout en collectant un petit peu d'argent pour le mettre au service de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, le CFCM, vous savez, c'est 30 000 euros de budget. Oui, c'est ce que nous a confirmé d'ailleurs le président du CFCM. Voilà, c'est quasiment rien. Alors lui, il dit, c'est pas de ma faute. Je dis, mais bien sûr que c'est de sa faute. Il y a beaucoup d'argent. Il faut que les gens arrêtent de ne penser qu'à eux-mêmes. Il faut qu'ils pensent à l'intérêt du fidèle. L'intérêt du fidèle, c'est aussi l'intérêt de la France dans son ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre le fidèle musulman et la France dans son ensemble. Et pour ça, il faut une structure, je crois, aujourd'hui, neutre, compte tenu de tous les conflits d'intérêts qui existent, indépendante, notamment indépendante des pays d'origine, qui va être capable de collecter tout petit peu d'argent sur chaque consommation pour le réinvestir au service de l'intérêt général. La France, selon vous, Monsieur El Karoui, est-elle prête à accepter une certaine autonomie de l'islam, à l'image de l'Église, à l'image du consistoire israélite? Est-ce qu'aujourd'hui, alors que Emmanuel Macron devrait annoncer des annonces justement concernant l'islam de France, avec ces assises territoriales qui se sont déroulées un petit peu partout, on a l'impression finalement que l'État essaye de remettre un peu d'ordre. Est-ce que c'est vraiment autant le bazar dans cette communauté musulmane pour que le président s'y emmêle? Malheureusement, ce qu'on voit, c'est depuis toujours, c'est la division. La division, alors il y a les pays d'origine, puis maintenant il y a les personnalités, et puis aussi l'incapacité à parler des problèmes. Après les attentats, le problème le plus important de la communauté musulmane, c'était le terrorisme issu des gens qui se réclament de l'islam. Ouais. Ça ne veut pas dire que les musulmans sont des terroristes, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables. Mais comment peuvent-ils croire que ça n'a pas d'impact sur eux? Comment peuvent-ils croire que le fait de ne pas donner le sentiment qu'ils se mobilisent n'a pas d'impact sur l'image qu'ils ont dans la communauté nationale globale française? Il faut, je crois, arrêter de s'imaginer que les musulmans sont dans un espace retranché, victimes, assaillis de toutes parts, qui doivent se défendre. Non, ils doivent prendre la parole, ils doivent s'émanciper des pays d'origine, y compris du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, pourquoi il est là? Il essaye de servir d'intermédiaire et d'arbitre entre les querelles d'ego des uns et des autres. Franchement, c'est fini, ça. Seriez-vous prêt, Monsieur El Karoui, à faire ce qu'on appelle une espèce de mini-tournée des mosquées afin d'y présenter votre rapport, d'échanger, afin peut-être de se confronter à une certaine réalité qui vous aurait peut-être, je dis bien peut-être, échappé? Moi, je suis prêt à rencontrer tout le monde. J'ai rencontré déjà beaucoup de monde. Je crois beaucoup moins que vous que la réalité m'échappe. Par contre, ce que je fais, et c'est vrai que ça peut être désagréable, c'est de dire qu'il y a des problèmes. Ouais. Qu'il y a des problèmes de financement, qu'il y a des problèmes idéologiques. Vous savez, quand on est dans une société et qu'on dit, moi j'ai un autre projet de société. Vous êtes décadent, vous êtes d'ailleurs dangereux pour nous. Il faut pas s'étonner que la société où vous êtes réagisse de façon un petit peu atrabilaire. Donc il faut l'entendre, il faut trouver un moyen de s'entendre, il faut trouver un moyen que chacun ait sa place dans la paix. Est-ce que le salafisme a gangréné aujourd'hui l'islam de France? Ce qu'on a montré. Plutôt la salafia qui est assez noble, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ce que nous avons démontré, c'est à quel point le salafisme, on peut discuter de la définition du salafisme, mais à quel point le salafisme, aujourd'hui, là où on parle de religion, là où on en parle le plus, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, a acquis une forme de monopole. Ouais.
de monopole religieux. Après, on peut considérer que c'est grave ou que c'est pas grave. Ça, chacun est libre de le constater. La salafia, ce n'est pas tout l'islam. Le wahhabisme, ce n'est pas tout l'islam. Il y a énormément de courants, d'interprétations, d'écoles juridiques. Dire que, comme voudraient le faire croire les salafistes, qu'ils sont l'islam, la réponse est non. Ils sont une partie de l'islam, et je pense qu'il faut les écouter, qu'il faut les entendre, mais il faut aussi que tout le monde soit modeste. Quel est le courant qui domine aujourd'hui cet islam de France, selon vous, et d'après votre travail? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on regarde avec des éléments sérieux, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a la majorité des musulmans de France qui se font peu entendre, qui sont restés croyants et pratiquants, mais qui sont en train d'inventer une nouvelle façon d'être musulman. Alors, les salafistes, les frères disent, ah bah oui, ils ne sont plus musulmans. Bah, je leur réponds que vous n'avez pas, et notamment en France où on pratique la liberté de conscience, vous n'avez pas à juger de leur islam. Je pense que vous avez à les respecter. Et moi, je crois qu'ils sont musulmans. Pour moi, un musulman, c'est quelqu'un qui dit qu'il est musulman. Ensuite, il y a des courants minoritaires qui font beaucoup de bruit, soit religieux comme les salafistes, soit politico-religieux autour des frères, mais les frères en France, ils n'existent plus. Il y a des gens qui sont les continuateurs des frères, qui eux vont mélanger la religion et la politique, qui vont construire un discours sur nous sommes tous des victimes, et qui vont expliquer pour les salafistes que il n'y a qu'une norme, il n'y a qu'une pratique, il y a aussi à se méfier de la société française qui est trop permissive et qui peut apporter aux musulmans du danger. Voilà, mais la majorité silencieuse, elle n'est pas là. Et il faut jamais oublier la majorité silencieuse, même si elle est silencieuse. Deux petites questions pour terminer, assez courtes pour votre réponse. Le coût de votre rapport et le nombre de mois que cela a pris. Il y a eu pas mal de personnes qui ont travaillé à l'aboutissement de ce rapport. Oui, il y a, je sais pas combien de personnes qui ont travaillé. Il y avait 7 personnes à temps plein pendant presque un an. Nombre de personnes qui ont rencontré une centaine d'entretiens qui ont été réalisés avec des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels, des chercheurs, évidemment, énormément de chercheurs. Vous savez, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, ouais, et qui ont amassé un savoir qui est absolument considérable. Donc, quand on les lit, quand on les rencontre, on apprend énormément. Le coût du rapport, j'ai vu quelque part que c'était 4,5 millions d'euros. J'ai vu 3 millions. Oui, bon, tout ça est une vaste blague. Ouais. Voilà, on est bien en deçà. C'est évidemment beaucoup moins. Ça regarde l'Institut Montaigne, qui est un organisme, je le souligne, totalement indépendant, qui a 0 € de financement public. Ma dernière question, le timing de ce rapport, il sort à un moment précis où le président Macron devrait annoncer dans les quelques semaines justement ses décisions au vu de ces consultations. À qui vous adressez dans ce rapport ? Est-ce que c'est pour conseiller le président de la République dans sa réflexion? Est-ce que c'est pour constater, porter un constat de ce qui est la réalité aujourd'hui, selon vous? À qui s'adresse, à qui parlez-vous? On parle à tout le monde. Le timing du rapport, je vous ai dit, c'est 1 an de travail de 7 personnes. Donc c'est l'équivalent de 5 ou 6 années de travail. On a commencé en octobre de l'an dernier, on a fini aujourd'hui. Notre timing, c'est notre timing, d'autant plus que le président a repoussé en fait le moment où il avait dit qu'il parlerait. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans ce timing. Il se trouve que ça tombe maintenant, ça tombe maintenant. À qui on parle? On parle vous savez, l'islam c'est un sujet politique pour l'ensemble de la communauté nationale, pour la France et d'ailleurs pour l'Europe. Donc on parle aux Français, on parle aux Européens, on parle aussi aux dirigeants turcs, aux dirigeants saoudiens, aux dirigeants des frères musulmans, parce qu'on leur montre que on a été capable, je crois, de reconstituer à peu près tout ce qu'ils ont fait, aux gens du Qatar. Bon. Et puis on parle aux musulmans et on leur dit
d'une façon que j'espère objective, regardez ce qui s'est passé, regardez comment une partie d'entre vous a réussi à imposer une forme de discours, une forme de pratique. Vous savez, c'est des débats qui ont lieu depuis toujours au sein de l'islam, qui sont absolument pas nouveaux. C'est le type de débat qui ont lieu dans d'autres religions, mais qui ont aussi lieu dans d'autres idéologies, puisque là on parle aussi très largement d'une idéologie. Donc voilà, nous ce qu'on veut faire, c'est apporter de l'information, de la connaissance. Elle peut gratter, c'est vrai, elle peut être désagréable, notamment pour ceux qui voudraient faire croire qu'ils sont l'islam. Ça, je crois que personne n'est l'islam. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations, de courants, d'écoles. Et je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ça. Voilà. Donc c'est un travail, un effort de connaissance. Le président l'a lu, votre rapport? Je suis pas sûr qu'il ait eu le temps en une semaine de lire 614 pages. Mais vous savez, il y a 3 versions. Il y a une version résumée, une version abrégée qui fait 45 pages, et puis la version longue. En tout cas, l'apprentissage de la langue arabe, ça a été très vite repris. De la bouche même d'ailleurs du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Oui, alors une petite polémique en début de semaine dernière. L'apprentissage de la langue arabe, c'est une toute petite partie des propositions, mais c'est pour moi un élément essentiel. C'est toujours le même effort. C'est un effort de connaissance, un effort d'exigence. D'abord, l'arabe est une langue extraordinaire. Ensuite, l'arabe doit être ouvert à tous, évidemment pas seulement aux musulmans ou aux enfants qui ont des parents qui seraient musulmans, qui viendraient d'Afrique du Nord. Et puis enfin, moi je trouve absolument dommage que l'arabe soit plus ou très peu enseigné à l'école publique et qu'il faille aujourd'hui aller à la mosquée pour apprendre l'arabe. Pour lutter peut-être contre certaines dérives. Moi, je crois pas que les mosquées soient, en tout cas pour l'immense majorité d'entre elles, des lieux de radicalisation ou des lieux de dérive. C'est pas dans les mosquées qu'on observe le plus de radicalisés. Non, bien sûr que non, on le sait très bien. Mais dans les mosquées, on apprend l'arabe avec les manuels souvent des pays d'origine, qui sont pas forcément des manuels très bons, en tout cas certainement pas adaptés à des jeunes Français. On apprend l'arabe en mélangeant l'arabe et la religion. L'arabe est évidemment partie prenante de la religion musulmane. L'arabe existe aussi indépendamment de la religion musulmane. D'ailleurs, il existait avant. Donc je pense que c'est mieux de séparer. Et puis ensuite, pour répondre à ceux qui disent « nous savons », vous devez penser ça, voilà ce qui s'est passé, il n'y a qu'une seule vérité, quitte à tordre la vérité, y compris historique, avoir de la culture, c'est toujours un élément essentiel. Monsieur Hakim El Karoui, merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau et avec qui nous avons échangé. On a tenté de faire un peu plus connaissance avec vous, de quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias et que l'on connaît assez peu. Il était intéressant en tout cas de découvrir votre parcours, votre réflexion et d'essayer de pointer du doigt quelques interrogations que nous avions au travers de ce que l'on a pu lire, au travers de quelques réactions qui ont suscité, qui ont fleuri d'ailleurs depuis votre rapport sur les réseaux sociaux, et j'espère qu'on a tenté en tout cas d'apporter une certaine réflexion auprès de nos auditeurs aujourd'hui avec votre concours. Merci beaucoup Monsieur El Karoui. Merci à vous. Voilà mon cher Enver, rapidement, en un mot, si tu devais résumer justement cette interview d'Hakim El Karoui. Enrichissant. Ah c'est parfait. Si vous pouvez pas faire plus court, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas Enver. Et vous pouvez nous livrer vos réactions, bien sûr sur Twitter @GF officiel, sur Facebook aussi France Maghreb 2, et puis en nous laissant vos messages aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Dans un instant, il est là, DJ Nabil, qui prend la relève jusque 20h. Excellente soirée, rendez-vous demain pour une autre émission, un autre casting. Ossine Ras et Nassim Lachlash seront avec nous demain entre 16h et 18h. 18h01, le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron arrive ce soir à New York pour participer à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et dès sa descente de l'avion, 45 minutes de tête-à-tête sont prévues avec Donald Trump pour les sujets prioritaires. Le climat, le conflit syrien, puis aussi la guerre commerciale déclenchée par Washington. 6 milliards d'euros de baisse d'impôts l'an prochain pour les Français. Le budget 2019 a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Baisse de la taxe d'habitation, des cotisations sociales pour les salariés, mais hausse des taxes sur l'essence et les cigarettes. Dans la fonction publique, il y aura 4164 suppressions de postes l'an prochain. C'est moins qu'annoncé.
L'Aquarius demande à la France l'autorisation de débarquer et fait route vers Marseille avec 58 migrants à son bord. Le navire humanitaire qui patrouille en Méditerranée pour secourir les migrants en difficulté était resté à quai à Marseille entre le 27 août et le 15 septembre pour le temps de trouver une immatriculation officielle après que Gibraltar ait décidé de le priver de son pavillon. Il avait repris la mer sous le pavillon du Panama, mais le pays à son tour a retiré son pavillon samedi. Coca-Cola confirme, le groupe américain va bien acquérir la marque française Tropico, spécialisée dans les boissons aux fruits. Coca-Cola cherche à divertir sa production. Pour l'instant, on ne connaît pas le montant de la transaction. En football, remise ce soir des trophées FIFA 2018. Pas de Français en lice pour le prix du meilleur joueur de l'année. Ça se jouera entre Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. En revanche, Hugo Lloris est en lice pour le trophée du meilleur gardien. Et Didier Deschamps et Zinedine Zidane font partie des finalistes pour le prix du meilleur entraîneur. Sans surprise, la finale de la Coupe Davis contre la Croatie se jouera sur terre battue. C'était déjà le cas l'an dernier où elle était également organisée à Lille. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.